Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV pour notre rendez-vous avec Parole d'entrepreneur. Notre invité aujourd'hui, Vincent Prolongeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une double casquette et c'est à ce titre que vous allez intervenir aujourd'hui. Vous êtes à la fois le directeur général de PepsiCo France. Donc on va rappeler rapidement ce que c'est que PepsiCo, évidemment PepsiCola, mais des tas d'autres entreprises de l'agroalimentaire. Absolument, donc PepsiCo France est le deuxième groupe agroalimentaire mondial. Derrière le PepsiCola, je dirais produit emblématique, mais en France pas produit dominant. Nous avons aussi des marques comme Tropicana, comme Lipton Ice Tea, comme Quaker, Ben & Nuts, Lay's. Pizza Hut aussi, je crois. Alors Pizza Hut nous a appartenu, mais nous avons fait un spin-off, comme on dit. Donc non, dorénavant, ils mènent leur propre vie, mais vous pouvez boire quand même du Pepsi au sein de ces magnifiques restaurants. Alors vous avez aussi une autre casquette. Vous êtes le président de l'association Entreprise et Progrès, une association créée il y a 40 ans, je crois. C'est exact. Il y a 40 ans, François Dalle, Ribou, en son temps père, avait eu cette intuition assez géniale, je trouve, de dire qu'il ne peut pas y avoir de croissance pérenne s'il n'y a pas une croissance de l'homme. Et donc leur dicton était mettre l'homme au cœur de l'entreprise et l'entreprise au cœur de la cité, au cœur de la société. Et je pense que c'est vraiment tous les thèmes du développement durable et on le voit au travers de cette université du MEDEF, c'est des thèmes qui restent extrêmement d'actualité et que la crise nous a rappelé ces dernières années. Je dirais plutôt que qui restent d'actualité, qui redeviennent d'actualité, parce qu'on l'avait un petit peu oublié quand même ces dernières années et ça devient très fort. C'est vrai, vous avez raison que le problème de l'humain, c'est que c'est toujours, ça peut devenir la tarte à la crème. Alors de temps en temps c'est bon de faire un peu d'humain, donc on le communique un peu dans les rapports corporate, mais derrière le vrai problème c'est jusqu'à quel point on valorise ce capital humain au sein des entreprises. Et là, je pense qu'il y a une vraie révolution à opérer, même dans la vision de la capitalisation boursière. Pourquoi n'a-t-on pas une vraie valeur sur ces actifs immatériels? Alors l'homme n'est pas totalement immatériel, mais globalement sur la valeur des hommes, sur l'impact de l'entreprise sur la société. Et puis, je dirais même sur la bonne santé, la bonne motivation des entreprises. On a par exemple réussi à introduire la notion de brand equity dans nos bilans d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on n'introduirait pas la notion de human equity, qui est un peu, d'une certaine manière, quand on demande à des financiers de valoriser une entreprise, j'aimerais qu'ils regardent aussi ces critères-là humains. Et je pense qu'une entreprise qui est bien managée, une entreprise dans laquelle il y a une confiance dans la direction donnée, dans la vision, dans le dialogue, eh bien, elle ne délivre pas du tout les mêmes résultats avec le même argent qu'une autre entreprise dans laquelle l'homme est mis au second plan. Ah, effectivement, ça paraît tout à fait concret de dire ça et tout à fait intelligent, mais comment est-ce qu'on pourrait créer un barème pour savoir si une entreprise a une bonne santé, de l'atmosphère, de l'ambiance Alors, je n'ai pas la réponse à votre question. Par contre, j'ai une très forte motivation à inciter tous ceux qui ont envie de travailler là-dessus sur comment établir un critère qui permettent de le valoriser. Et je suis sûr qu'on peut y arriver, parce qu'on arrive bien à définir des empreintes carbone, on va réussir. Et je pense qu'il y a une empreinte sociale qui peut être définie. C'est du reste une idée qui a été aujourd'hui évoquée par Christian Nibourel. Une empreinte sociale ou une empreinte plus globale, environnementale, sociétale de l'entreprise. Et je suis sûr qu'il y a moyen d'introduire ce critère-là de manière objective, de le suivre et d'en faire un élément d'évaluation des entreprises. Donc là, c'est plutôt un appel aux entreprises d'audit que vous faites, d'essayer de se pencher sur ce domaine. Vous pensez que ça doit venir de l'extérieur ou que ça doit venir de l'entreprise? Alors, ce que je crois, c'est qu'à un moment, ces entreprises d'audit, vous évoquez, auront une part du gâteau ou du rôle à jouer. Je crois aussi que des associations comme Entreprise et Progrès peuvent jouer ce rôle. Et puis, je pense que des entreprises comme PepsiCo, dans lesquelles, par exemple, cette année, on a des excellents résultats, et objectivement, on n'a rien lancé de particulier. Pourquoi est-ce qu'on a des excellents résultats? J'en suis convaincu. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'en même temps, on a été élu numéro 1 des entreprises où il fait bon travailler, les Great Place to Work. Et ce n'est pas un hasard, si dans une entreprise où il y a une bonne santé humaine, eh bien, il y a une bonne santé économique. La productivité, pour moi, est souvent maltraitée dans nos organisations. Et je dirais, durant la crise, régulièrement,
on parle de cost-cutter, on parle de comment raboter. Et on ferait mieux parfois de se demander comment motiver, comment faire en sorte de faire épanouir davantage l'énergie qu'il y a dans une boîte. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets chez PepsiCo, justement, de ce que vous faites pour que vos salariés soient si heureux? Vous avez raison, il faut être concret. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis convaincu que si le collaborateur sent que l'entreprise a ce souci de l'équilibre vie perso, vie professionnelle, eh bien, il donnera beaucoup plus à l'entreprise. C'est-à-dire s'il se dit, je peux être moi, homme, au sens global, dans tout ce qui m'intéresse. Et par exemple, on a introduit une idée qui est le One Simple Think. Évidemment, il faut l'angliciser, mais le concept reste compréhensible pour un Français. C'est l'idée d'introduire dans un objectif d'année un objectif perso. Alors, bien entendu, l'entreprise n'a pas à jouer un rôle là-dedans. Mais à la fin de l'année, quand je m'arrête et quand j'ai dit à mon patron, ben voilà, cette année, moi j'avais comme objectif perso de courir un marathon. C'est-à-dire de délivrer les résultats. Et c'est pas ton problème que je cours vite ou pas vite ou que je fasse ce marathon. Mais il n'empêche, si à la fin de l'année, j'ai réussi à atteindre à la fois mes objectifs de profit et en même temps, d'un point de vue perso, à atteindre cet objectif, eh bien, je considère que mon année est globalement réussie. Et je pense que ça, ce n'est pas une vision 68 heures attardée, c'est une vraie vision du levier de motivation des gens. Est-ce qu'on n'a pas un risque de retour au paternalisme? Alors c'est un très bon point, et je pense que le paternalisme, c'était du top-down. C'était, on va vous apporter le bonheur. Et moi, je prêche pour du fraternalisme. C'est-à-dire pour un concept qui est beaucoup plus horizontal, qui s'appuie sur cette notion de réseau, de mise en réseau, et sur le fait, les jeunes aujourd'hui aspirent à cela, aspirent à la fraternité, la mise en réseau permanente, la manière dont ils fonctionnent en communauté le démontre. Et aujourd'hui, ça ne marche plus, ces dictates qui viennent d'au-dessus, auxquels on n'a pas confiance. Ce qui marche, c'est lorsque ceux qui vous entourent partagent le même objectif. En plus, dans nos organisations, on a souvent une dimension matricielle qui fait que si vous n'êtes pas capable de travailler en transversalité, eh bien, ça ne marche pas. Si vous rachetez des boîtes sans avoir cette capacité à l'intégrer au sein de votre culture tout en respectant ses spécificités, là encore, nombre d'intégrations sont des échecs à cause de cette dimension humaine. Alors justement, ça c'est un aspect des choses auxquelles vous êtes souvent confrontés chez PepsiCo, c'est le rachat d'entreprises. Il y a une vraie stratégie à développer pour arriver à intégrer ces entreprises au sein de la philosophie PepsiCo? Oui, je pense que déjà, c'est, pour reprendre votre terme qui est juste, c'est intégrer et pas absorber. Et là, il y a toujours un acheteur et un acheté. Mais parfois, il y a ce qu'on achète qui a beaucoup plus de valeur que ce que l'interne a réussi à développer par lui-même. Donc si souvent il va chercher à l'extérieur, c'est parce qu'il considère que c'est mieux fait. Donc s'il commence à tuer la culture qui a réussi à créer cette valeur, eh bien il tue même ce qu'il a racheté. Donc effectivement, je crois qu'on éduque des organisations à se dire je ne vais pas arriver en conquérant, mais je vais arriver sous cette idée de l'échange et du « ok, on ne va pas tout révolutionner parce que tu rentres chez nous, mais on va s'interroger sur comment harmoniser sans tuer ce qu'on acquiert. » Alors, ça revient quand même à préconiser un changement dans le business model des sociétés occidentales. Absolument, absolument. Et je pense que ce changement, soit on le reconnaît et on l'accompagne, soit on va le subir par les pays émergents aussi. Parce que d'une certaine façon, on est dans une économie tellement à la croissance tellement modérée qu'on a tendance à se recroqueviller. Et je pense que justement, il faut aujourd'hui se demander comment créer une richesse qui soit plus forte, mais basée sur les actifs que nous possédons. On n'a pas une démographie galopante, on ne va pas la changer dans les 20 ans à venir. Par contre, comment faire en sorte de ne pas jeter des tas d'éléments positifs que l'on a, et comment faire en sorte de mieux trouver un levier de motivation et un levier de croissance basé sur la confiance des collaborateurs. Est-ce que vous pensez que la crise peut être une opportunité pour ça? Alors je suis convaincu qu'elle est sélective aujourd'hui et elle ne sélectionne pas forcément
le couperet ne tombe pas comme avant. Il ne tombe pas uniquement sur les critères financiers, il peut tomber à côté. Et on observe par exemple des entreprises beaucoup plus dynamiques, plus petites, racheter des plus grosses, qui sont engluées dans leur process, qui sont engluées dans leur méthode, qui n'arrivent pas à remettre en cause. Donc oui, je suis convaincu que celles qui sortiront peuvent être différentes, c'est sûr, de celles qui sont entrées, mais quand même, et c'est aussi le sens de mon engagement dans l'entreprise et progrès, je crois qu'il faut quand même pousser tout le monde à aller plus vite, parce que sinon, on va refaire du même avec de l'ancien, et ça ne fera pas forcément du meilleur. Ce qui est certain, c'est que le seul indicateur de bien-être dans une entreprise ne peut pas éternellement rester uniquement le taux de suicide. Le coup de fusil. Le taux de suicide, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est le seul élément dont on dispose quand on entend parler, c'est le taux de suicide. C'est dans cette entreprise, il y a beaucoup de suicides, dans celle-là, il n'y en a pas. On ne peut pas se contenter de ça. Ça, c'est absolument évident, et je dirais cet aspect dramatique, évidemment, qui a ressurgi ces derniers temps, et en fait l'expression de quoi? De la peur et du stress. Et souvent, c'est vrai que par opposition, c'est le bien-être en entreprise qui est challengé. Et ce qui est certain, c'est que je pense que les suicides, ils sont dus à des phénomènes extrêmement complexes et on ne peut pas limiter l'entreprise, on ne peut pas la rendre responsable de tout. À l'inverse, ce qui est évident, c'est que quand la personne ne se sent pas écoutée, ce qui dans ce cas-là est un cas extrême évidemment, ne se sent pas écoutée, elle se sent totalement non reconnue et donc elle s'auto-exclut du système. Je dirais, j'aime bien une image qui était prise par un sociologue ce week-end dans Le Monde, qui prenait l'image du collaborateur dans les sociétés occidentales comme un coureur sur un tapis roulant. C'est-à-dire, il faut qu'il dépense de plus en plus d'énergie pour faire du surplace. Et si jamais il est plus capable de suivre le rythme, eh bien, il est éjecté. Et ça, je pense que ce système-là doit être profondément transformé. Parce qu'il y a moyen d'avoir de l'énergie positive et il y a moyen aussi de donner du sens à ces changements et à cette demande de dépenses d'énergie. Vincent Prolongeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Paroles d'entrepreneur avec Vincent Prolongeau, directeur général de PepsiCo. Merci.